victoire contre l'Italie. Pour le match en Irlande, dans la même logique que face à l'Angleterre, cette fois-ci pour nos Bleus, on va aller s'imposer là-bas. On va vouloir montrer qu'on est la meilleure nation européenne, certes en perdant un match en Angleterre, mais avec peu de points et sans doute un bonus défensif, ça va passer. C'est passé. C'est passé. Yes! Une finale! Une finale! Oh là là. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans le 5 enseignements sur le week-end que nous avons eu, la 4e journée du tournoi de destination 2025. La meilleure affiche, le meilleur résultat en Irlande. C'était génial. Allez, sans perdre de temps, on commence par les résultats. La France s'est imposée 42-27 contre l'Irlande à l'Aviva Stadium. C'est fou. Voilà, on va y revenir, on va avoir 3 enseignements là-dessus, mais sachez que c'est déjà une masterclass. Ensuite, il y a eu un match en Écosse contre le Pays de Galles, c'est l'Écosse qui s'est imposée 35-29. Et enfin, le dernier match du week-end a opposé les Anglais aux Italiens, victoire de l'Angleterre 47-24. Et avec ces résultats, c'est la France qui prend la première place au classement, devant l'Angleterre et l'Irlande. L'Écosse est à une solide 4e place. Et en queue de peloton, c'est l'Italie qui mène devant le Pays de Galles, mais il est possible qu'à la fin du tournoi, le Pays de Galles soit devant l'Italie, sans aucune victoire. Si le week-end a été aussi impressionnant et si admirable, c'est avant tout parce que les Français ont gagné leur match contre les Irlandais. Ça veut dire une seule chose, c'est que le tournoi n'est pas terminé. On l'attendait tous un peu ce résultat, qu'on soit anglais, français, écossais, gallois ou encore italien. On voulait voir cette équipe irlandaise chuter à domicile. Et bah c'est ce qui s'est passé, et c'est fou! 27-42 à l'Aviva Stadium, il faut vraiment se rendre compte que les Bleus ont fait un exploit monumental. C'est un match historique dans la mesure où plusieurs records ont été battus, c'est le plus grand nombre de points marqués en Irlande, ça n'a jamais été fait de l'histoire entre nos deux nations. Ensuite, Louis Bielbiarré rentre dans la légende en devenant le joueur à participer le plus aux essais lors d'une édition du Tour des Destinations. Il a 11 participations, je crois même 12 en ayant fait une passe décisive dans le match, peut-être que vous me corrigerez. Et enfin, Damien Penaud égalise Serge Blanco au nombre d'essais en équipe de France. Voilà, on sait très bien que c'est une génération dorée, mais savoir qu'à chaque week-end on peut battre un record, c'est complètement dingue. Mais le plus fou dans tout ça, en plus des records que je viens de vous citer, c'est que les Bleus ont totalement relancé le suspense pour la fin de tournoi. Et en sachant que l'Angleterre a battu l'Italie, la semaine prochaine, il y a 3 prétendants pour la victoire. À la dernière journée. Il y a 2 ans, c'était pas du tout le cas, et l'an dernier, bien que l'Irlande avait perdu en Angleterre, honnêtement, c'était déjà du tout cuit. Là, c'est pas le cas. Samedi prochain, on va avoir les 3 matchs consécutifs dans la même journée. Il y a un scénario dans lequel à 17h, c'est l'Irlande qui gagne le tournoi, à 19h, c'est l'Angleterre, et à 23h, c'est la France. C'est génial. Voilà, les meilleures émotions qu'on puisse avoir. Vraiment, prenons le temps de mesurer l'exploit qui a été fait sous nos yeux, prenons le temps de savourer ces victoires. Pour tous ceux qui suivent le rugby depuis très longtemps, depuis 2020, c'est du caviar. Et on peut vraiment remercier les Bleus de nous offrir une si belle fin de tournoi. Et je parle pas uniquement pour nous Français, mais pour le suspense en général. Pour cette dernière journée, le suspense est grandissant, le storytelling est parfait, et financièrement, c'est du pain béni. Et oui, forcément, les chiffres d'audience seront forcément meilleurs dans une semaine. Avec ce match à Dublin, ce n'est pas seulement une bonne fin de tournoi qui nous attend, c'est surtout le commencement d'une nouvelle ère. Le leader européen est tombé. La France vient de faire chuter l'Irlande à la 3e place du classement World Rugby. Et maintenant, on est à 0,2 points de les avoir. Ce qui est vraiment que dalle. Et vous savez quoi ? Ce changement devait forcément arriver. On a une équipe d'Irlande qui est vieillissante, et la meilleure image qu'on puisse nous montrer ce week-end, c'est le dernier match à domicile pour 3 mastodontes, 3 légendes du rugby irlandais, Conor Murray, Canili et Peter O'Mahony. Et le deuxième point qui est en lien avec ce groupe vieillissant, c'est que la jeune génération a du mal à s'installer, et elle n'est pas prête à assumer le statut qu'avaient leurs aînés. Oui. Je parle de Sam Pendergast. La dynamique de l'Irlande est clairement sur la pente descendante, et ça depuis la Coupe du Monde 2023. Si on enlève le tournoi destination de l'année dernière, globalement la France aurait dû mettre une bonne branlée aux Irlandais. Ça devait arriver un jour ou l'autre. On a un groupe qui est de plus en plus dans son prime, qui arrive avec des joueurs qui ont entre 28 et 30 ans, donc encore frais physiquement, qui ont une grosse expérience. Je me faisais la réflexion, mais Yoran Moefana, qui est pas spécialement en lumière avec le 15 de France, il a plus de 30 sélections. Et ça, c'est énorme. En fait, si vous voulez un comparatif, 10 sélections, ça correspond à peu près à une année. Sauf que il est rare d'avoir un joueur en équipe de France qui fasse les 10 matchs dans la même année avec les Bleus, tout simplement parce qu'il y a des clubs en top 14 qui vont avoir une fin de saison en juin, et donc ils ne pourront pas jouer la tournée estivale. Donc là, on est clairement sur plus 4 à 5 ans pour 30 sélections, ce qui correspond à début 2020. Et sur le terrain, cette passation, elle a été visible. D'abord, les Bleus vont résister pendant 15 minutes face aux Irlandais, et ça, c'est très bon psychologiquement. Pendant 15 minutes, on est pratiquement sur notre ligne, on défend comme des chiens, et on ne prend aucun point. Ça vous rappelle quelque chose ?
bah c'est typiquement ce qu'on a vécu en Angleterre. Et toi, c'est ce que tu nous dis, Luc? Je pense que le système défensif français a créé la victoire en première période. En abandonnant la bataille des rucks pour monter fort sur l'homme, on a mis une telle pression surtout sur Prendergast qu'elle a fini par les dégoûter petit à petit. Et grand merci à François Cros. Oui, le Toulousain a fait honnêtement un début de match tonitruant, 10 plaquages quasiment 13 minutes, c'est pratiquement du jamais vu. Habituellement, quand on a 10 plaquages, c'est presque la fin d'un match. Et le deuxième point qui montre que les Irlandais étaient dépassés, ils ont pris 2 cartons jaunes. Pendant 20 minutes, on est en supériorité numérique. Et là, c'est pas du tout lié à des fautes répétées, c'est uniquement des fautes cyniques. On va avoir un tirage de maillot sur Thomas Ramos, et ensuite il y a le contact à la tête sur Barassi. Je m'attendais personnellement à un carton rouge, compte tenu que Barassi ne tombe pas vraiment, il est encore assez haut et je trouve que Nash aurait dû clairement mieux se baisser, tout simplement. Maintenant, la décision s'entend, ça fait jouer un facteur atténuant. Je pense que pour la sécurité des joueurs, on aurait quand même pu voir un rouge. Mais c'est un avis très personnel, c'est à l'interprétation de l'arbitre, libre à lui de décider. Ça s'entend, voilà, dans tous les cas, il y a eu sanction. Et sur ces périodes de supériorité, les Français font la différence, ils marquent leur premier point, et ensuite, ils vont être un rouleau compresseur pour les Irlandais, qui ne pourront rien faire. Non seulement ils étaient sans solution, mais en plus ils étaient à la limite de la règle. Je pense notamment au déblayage de Tagburn. On a pu entendre Galtier commenter la blessure d'Antoine Dupont, et il avait raison de dire que cette image aurait dû être vue. Là, très honnêtement, c'est pas du tout la faute de l'arbitre de champ, c'est à l'arbitre vidéo de l'appeler pour avertir qu'il y a potentiellement une situation intéressante. Globalement, pour les arbitres, même au niveau international, on a 15 choses à regarder avant d'arriver sur le déblayage. D'abord, il y a le contact au niveau du plaquage, ensuite il faut s'assurer que le plaqueur relâche bien le joueur au sol, que le joueur au sol libère la balle, et ensuite tu regardes le déblayage. Donc vraiment, le déblayage arrive à la toute fin. Et là, comme l'arbitre n'est pas forcément bien placé, c'est normal qu'il passe à côté. Maintenant, il y a quand même une règle, la règle 9.20.e, qui dit qu'un joueur ne peut pas utiliser tout son poids sur une articulation au niveau d'un déblayage. Ça, c'est un jeu dangereux dans un ruck, ça aurait pu être utilisé ici. On a eu ce cas notamment pendant la tournée de novembre avec un déblayage d'un Argentin sur Jean-Baptiste Gros, sauf qu'ici, c'est pas aussi flagrant. Maintenant, il ne faut pas tomber dans la dérive de juger la conséquence de la faute, il faut bien rester concentré sur la faute. Et ici, c'est pas aussi clair. En tout cas, on a vu des Irlandais sans solution et ça c'était complètement grisant. Ils marquent 2 essais à la fin du match, mais honnêtement, le score était fait. Même avec l'absence de Dupont, on a vécu une victoire dominante des Bleus, avec un écart de plus 15 points à l'arrivée. Et j'ai remonté les archives et pour retrouver un tel résultat, il faut revenir en 2010. Ouais, ça fait 15 ans. Dernier renseignement pour ce match France-Irlande, c'est évidemment la blessure d'Antoine Dupont. C'est terrible, j'ai commenté juste avant la décision arbitrale. Maintenant, c'est une très mauvaise chose pour le Stade Toulousain, surtout en vue de la fin de saison. Le diagnostic est tombé, rupture des ligaments croisés. On peut espérer un retour d'Antoine Dupont pour la tournée de novembre seulement, et encore c'est pas fait. Le rétablissement va prendre du temps, et on espère qu'il va revenir. C'est saoulant, c'est terrible, c'est la cruelle loi du sport. Anthony Gelon est passé par là. J'ai envie de dire que c'est arrivé sur une fin de tournoi et non sur un début de tournoi. Ce n'est pas arrivé non plus avant la Coupe du Monde, ça reste une mauvaise nouvelle dans tous les cas. D'un autre côté, la sortie prématurée d'Antoine Dupont a permis à Maxime Lucu de s'exprimer, et il a fait un super match. Y'a rien à dire là-dessus. Entre les coups de pied qui faisaient reculer les Irlandais et les touches magnifiquement trouvées à plus de 40 mètres, très honnêtement, le côté gestionnaire du Bordelais nous a fait vraiment beaucoup de bien. Et ça, tu nous le confirmes, Harry, j'ai été impressionné par la solidité défensive des Bleus, qui laissaient presque rien passer, et l'entrée de patron de Lucu qui a parfaitement pris la relève après le coup sur la tête qui était la sortie de Dupont. Et ce point-là me permet d'arriver sur un point que je voulais aborder depuis très longtemps, à savoir la chance que nous avons en tant que supporters français d'avoir un vivier de joueurs, un réservoir immense de talent. Quand on voit le casse-tête que se met Fabien Galtier pour nous sortir un banc en 7-1, c'est vraiment impressionnant de voir nos bleus si polyvalents. On disait que c'était une stratégie assez osée mais qu'il fallait pas du tout avoir de blessés, et on en a eu 2, et finalement Jégou a parfaitement bien remplacé à l'arrière, que dire de plus? Je remets une couche sur Michael Guillard que j'ai trouvé très impressionnant sur cette fin de tournoi, il nous fait vraiment beaucoup de bien, et garder la carte Meafou en fin de match me semble être la meilleure solution à l'avenir. Après globalement tout le monde a fait une prestation XXL, les ailiers, Boudéan, Aldrit, Ramos, enfin... On a une chance incroyable. Pour vous dire à quel point les Bleus sont impressionnants, dans la fantasy, sur le top 10 des joueurs les plus chers, donc ceux qui font les meilleurs résultats, il y en a 5, c'est des Français. La moitié des meilleurs joueurs de la fantasy sont des Bleus. On a très certainement l'une des meilleures équipes au monde. On est, à l'heure actuelle, obligé de sortir des joueurs qui seraient 100 fois titulaires dans 2 équipes. Je pense à Atis Ogbe ou Barré, qui étaient des choix forts. C'était payant. Bon allez, il s'agirait de changer de match, on va se concentrer sur la prestation des Écossais face aux Gallois. C'est les futurs adversaires des Bleus, évidemment qu'on va jeter un œil dessus. D'abord, ils ont une première mi-temps excellente. Ils passent en tête à la pause 28-8, donc 20 points d'avance. C'est du très très lourd, leurs lignes arrière sont phénoménales, voilà.
entre Kinghorn, Darcy Graham et Van der Merwe. Je pense qu'au niveau européen, il y a très peu d'équipes qui peuvent se targuer d'avoir une aussi bonne ligne arrière, hormis l'équipe de France, bien sûr. Ça reste un match historique contre le Pays de Galles, puisqu'ils marquent 35 points. Ils égalisent donc le nombre de points marqués contre cette équipe. Pour retrouver de tels résultats, il faut remonter en 2023, 35-7, et à 1924, 35-10. Voilà, encore un record sur un week-end de rugby, franchement, on est gâtés. Et enfin, un dernier aspect historique sur ce match, parce qu'on peut être un peu déçu des Écossais, on va le voir tout à l'heure, c'est que c'est la 3e victoire consécutive de l'Écosse face au Pays de Galles, et pour retrouver une telle prestation, il faut remonter aux années 90. Voilà. C'est tout. Oui, le Pays de Galles est pas en grande forme, mais il fallait le faire. Mais d'un autre côté, le Pays de Galles est largement revenu en seconde période. Ils infligent un 21-7 en deuxième mi-temps. Et ben, ils sont pas passés loin. À combien, je dirais? Bon, un saut de 5 cm en trop. Et oui, je vais m'arrêter sur l'action qui aurait pu nous donner une fin de match complètement folle. C'est la récupération de balle de Blair Murray sur un coup de pied de pression. Il arrive à se défaire d'un plaquage. Il saute au-dessus d'un joueur. Il fait la passe à Faletau. Et Faletau va marquer. Ça aurait dû être un essai à la 75e minute. Malheureusement, on ne peut pas sauter au-dessus d'un adversaire. Ça, c'est illégal vis-à-vis de la règle 9.11. Pourquoi c'est illégal? Avant tout parce que c'est un jeu dangereux. Vous imaginez bien que si tout le monde se met à sauter au-dessus des adversaires avec des crampons qui font entre 3 et 4 cm à peu près, si ça arrive dans l'œil, c'est pas une bonne chose. Voilà, donc c'est avant tout pour ça. Mais du coup, ce match nous a montré que les Écossais n'étaient pas si dominateurs, qu'ils avaient potentiellement un trou entre la 50e et la 70e minute, là où les Bleus ont gagné leur match. Ils peuvent espérer venir gagner chez nous, parce que c'est une équipe qui est difficile à jouer, surtout pour nous Français. Mais, après ce qu'on a vu face à l'Irlande, et face au Pays de Galles, et face à l'Italie, très honnêtement, perdre un match à domicile contre l'Écosse, ce serait un cauchemar. Dernier enseignement qui concerne le match entre l'Angleterre et l'Italie. Voilà, j'espérais de tout cœur voir ces Italiens gagner. Ça n'a pas été le cas. Voilà, je m'incline. Bon, on peut pas avoir raison partout, de toute façon. C'est comme ça. L'information principale sur ce match, c'est que l'Angleterre a atteint la 2e place du classement. Oui, devant l'Irlande. Ça veut dire que mathématiquement, ils peuvent gagner. Ce sera compliqué. La France a une bonne différence de points. Il faut pas leur laisser le moindre espoir. Donc, on va gagner contre les Écossais. 1 point, c'est tout. Cette 2e place au classement a notamment été acquise grâce à un jeu intéressant développé de la part des Anglais. Ça mérite d'être assez intéressant pour la fin de tournoi. Je pense aux prestations de Finn Smith qui n'a seulement que 22 ans et qui pourtant n'a qu'un seul échec sur tout l'entièreté du tournoi face au Perche. Et ensuite, évidemment, Freeman qui en est à 4 essais. C'est le serial marqueur de l'équipe anglaise, certes très loin derrière LBB, mais quand même, il a marqué à chaque match. Le match Angleterre-Italie me fait étrangement penser à celui entre l'Irlande et la France. Pendant une mi-temps, les Irlandais ont tenu le choc, et à la 2e, ils se sont complètement écroulés. Et toi, c'est ce que tu nous dis, Alexis. L'Italie craque à la mi-temps malgré une très bonne première mi-temps qui pouvait faire douter les Anglais. On termine rapidement sur les notes qui ont été données à chacune des équipes. Pour la France, c'est un 19, 16 pour l'Angleterre, 14 pour l'Écosse, 13 pour le Pays de Galles, et 10 pour l'Italie et l'Irlande. Je partirai de la fin, ça va changer un petit peu. L'Irlande et l'Italie, globalement, j'ai mis 10 parce qu'ils tiennent une mi-temps. Le reste, voilà, c'est oubliable. Les Irlandais étaient chez eux, donc techniquement, ils pouvaient gagner le tournoi, mais en même temps, ils sont sur une fin d'air, donc voilà. Un 10, ils ont joué la moitié du match. Et en plus de ça, il y a 2 cartons jaunes, potentiellement un 3e, donc vraiment, on peut pas avoir au-dessus de 10. Pour l'Italie, c'est la même chose, moitié du match effectué, moitié de la note. 13 pour le Pays de Galles, j'aurais voulu mettre un peu plus, mais ils passent vraiment à côté de leur première mi-temps. Ils réussissent néanmoins à remonter, ils prennent le bonus offensif et le bonus défensif, ce qui est très intéressant pour la fin de tournoi et donc espérer finir 5e. Il y a plusieurs milliers d'euros en jeu, donc c'est à garder en tête. Ils sont pas loin, mais se prendre 20 points à la pause, habituellement tu peux pas remonter. Ça nous montre avant tout que les Gallois n'abandonnent vraiment jamais. Pour l'Écosse, je mets 14, ils se font peur sur une fin de match. Néanmoins, ça reste une rencontre historique. Voilà. Il y a mieux à faire, c'est une bonne prestation, ça aurait pu être 15, je mets 14. J'attendais avant tout que cette Écosse marche sur l'eau en deuxième mi-temps, ils ont commencé à le faire et puis ils se sont arrêtés. C'est dommage. Pour l'Angleterre, le 16, c'est avant tout parce qu'ils offrent le meilleur match depuis leur début de tournoi, même s'il y a la victoire d'un point contre l'Écosse et la victoire d'un point contre la France. Là, ils ont vraiment montré du jeu, c'était bien plus intéressant à les regarder, et honnêtement, je m'attendais à ce que le match soit assez ennuyeux. Finalement, c'était très plaisant et c'était un week-end parfait. Et évidemment, on termine pour la France, 19, ça aurait pu être un 20 sur 20. Qu'est-ce qui m'empêche de dire ça? C'est qu'on ne pourra jamais faire la perfection. Voilà, la perfection, ce sera de gagner la Coupe du Monde.
Et j'espère avant tout qu'on pourra le faire un jour. J'espère le voir de mon vivant. Voilà, donc c'est pour ça que c'est 19. Vous le prenez comme vous voulez, mettez 20 si vous en avez envie. D'ailleurs, mettez vos notes, il y a un lien en description et en commentaire épinglé. Vos notes et vos avis serviront notamment pour la preview qui arrivera en fin de semaine. Allez, sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les bleus!